Notre édition spéciale continue. On va maintenant se concentrer sur les dégâts humains et matériels de ces nuits de violence et sur la réponse judiciaire. Près de 3200 émeutiers interpellés. Quelles sont les premières peines prononcées? La sévérité réclamée par le garde des Sceaux est-elle mise en œuvre? C'est un sujet signé Renaud Parquet. Après 6 nuits d'émeutes urbaines, les tensions semblent s'être quelque peu apaisées. 150 personnes ont été interpellées au cours de la nuit dernière. 297 véhicules ont été incendiés et 3 membres des forces de l'ordre blessés. Des chiffres qui ne montrent pas encore une fin des tensions, mais un ralentissement de ces dernières. Un bilan provisoire donc, tout comme l'accalmie, à mettre en perspective. Car depuis la mort du jeune mineur de 17 ans mardi dernier et l'embrasement des violences, 3164 interpellations ont été conduites. 700 membres des forces de l'ordre ont été blessés et 1000 bâtiments ont été dégradés ou brûlés. À ces destructions ou détériorations viennent s'ajouter les 5000 voitures détruites, les dégradations de services de transport en commun et de la voie publique. De son côté, le garde des Sceaux a réclamé une réponse judiciaire ferme et rapide. J'ai demandé des déferrements systématiques. J'ai demandé effectivement que les procureurs requièrent des mesures de sûreté, de l'emprisonnement pour être clair. Chaque fois qu'on s'en prend aux personnes, bien sûr, je rappelle qu'il y a beaucoup de blessés parmi les forces de l'ordre, parmi les élus. Je rappelle qu'un vigile a failli brûler vif au tribunal de proximité d'Asnières, où je me suis rendu, que des agents pénitentiaires ont été victimes de tirs et qu'ils ne doivent leur vie et leur salut qu'à l'épaisseur d'une vitre. Donc tout cela, ce sont des crimes et qui peuvent être qualifiés de cette façon. J'ai demandé une réponse ferme et également une réponse ferme pour les atteintes aux biens les plus graves. Depuis le début des émeutes, 570 personnes ont été déférées et 260 sont en comparution immédiate. Les peines prononcées, des heures de travaux d'intérêt général à de la peine de prison. Mais si les comparutions immédiates permettent une tenue d'audience rapide, elles ne concernent que les adultes, alors que près d'un tiers des émeutiers sont des mineurs. Ces procédures accélérées pourraient bien avoir l'effet inverse de celui escompté. Dans l'émotion, dans la précipitation, il peut se produire effectivement que certains policiers attrapent des jeunes qui n'ont pas participé directement aux émeutes, qui n'ont pas participé directement aux scènes de pillage auxquelles on a pu assister ou à la destruction de biens. C'est le rôle des avocats de pointer du doigt les carences éventuelles d'un dossier qui a pu être monté par le parquet et de faire jouer toute une sorte de nullité ou alors du moins de demander la relaxe puisque dans certains cas, les éléments ne suffisent pas à caractériser une infraction pénale. La grève des greffiers qui débute aujourd'hui pourrait ralentir toujours un peu plus les audiences et procédures de justice à un moment où le garde des Sceaux souhaite remettre les pendules à l'heure. La réponse judiciaire, les dégâts humains et matériels, les causes de ces violences, on en débat tout de suite avec Jacques Demaillard. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directeur du Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, professeur de sciences politiques à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Jean Garrigue, bonsoir. Jean Garrigue, vous êtes historien, président du comité d'histoire parlementaire, auteur de Élysée contre Matignon aux éditions Taillandier. Thomas Sauvadet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, vous êtes sociologue, maître de conférence à l'université Paris-Est-Créteil. Et Mathieu Croissando, éditorialiste politique, est resté à mes côtés. Je commence sur la réponse judiciaire. On vient de voir ce reportage en ouverture de ce second débat. Elle se veut ferme et dissuasive. Est-ce que, d'abord, on voit que c'est pas si facile à mettre en œuvre, Jacques Demaillard. Est-ce que ça peut freiner les émeutiers? On l'évoquait tout à l'heure, mais est-ce que c'est vraiment dissuasif? Si voilà, on entend une petite musique qui dit attention, les procureurs, les tribunaux sont plus sévères que d'habitude. Plus sévère que d'habitude, ça, il faudra le voir. Mais en tous les cas, la sévérité habituelle est déjà élevée. Donc, ça peut constituer un élément de dissuasion. Bon, quand on voit 600 personnes déférées, 200 personnes qui passent en comparution immédiate, sans doute des peines de prison ferme, enfin, au-delà de l'effet dissuasif qui est potentiel, il y a tout simplement des gens qui sont retirés de la rue alors qu'ils y étaient actifs. Donc, oui, on peut imaginer que cette réponse pénale ait des effets. Je crois qu'il faut être effectivement attentif, notamment pour les plus jeunes, à ce que cette justice-là soit pas une justice trop rapide. Ouais. Alors, les mineurs ne comparaissaient pas immédiatement. Voilà, c'était uniquement comparaître en comparution immédiate. Uniquement à partir de 18 ans. Il y a beaucoup, Jean Garrigue, de jeunes interpellés qui ont participé à des pillages et qui disent c'était ouvert, j'ai fait comme tout le monde, je me suis servi. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ?
Ce que ça m'inspire, c'est que d'abord, moi, j'inscris malgré tout ce qui se passe, cette explosion des banlieues, qui n'est pas la première, parce que ça fait 40 ans, depuis Vénissieux, qu'il y a des explosions de ce type. Elle est exceptionnelle. Est-ce qu'il n'y a pas un cran de violence supplémentaire? Alors, je l'inscris d'abord dans cette généalogie, et en me disant qu'évidemment, ça correspond à un certain nombre de facteurs sociologiques, etc., qu'il faut prendre en compte, mais en me disant aussi que c'est très adapté justement à l'époque, et que, par exemple, le fait que ça soit parti en flammes et un peu partout beaucoup plus vite qu'en 2005, une contagion nationale, d'une certaine façon. Contagion nationale est liée notamment aux réseaux sociaux, à la force des réseaux sociaux, à la diffusion de toutes sortes de médias qui vont dans le sens de cette diffusion. Et puis, dans une évolution aussi des mentalités de notre société en général, dans une forme de détachement de tous les codes, de tous les carcans, de tous les pouvoirs, de tous les rites de notre société. Alors, y compris de piller comme ça des magasins, etc. C'est pas nouveau, ça s'est déjà produit, mais c'est quelque chose qui correspond à une sorte de désagrégation d'un tissu social. Alors, ça se passe aujourd'hui dans ce qu'on appelle les quartiers, dans les banlieues, mais cette désagrégation-là, ce manque, de respect pour la propriété privée, par exemple, c'est quelque chose qui est en train de toucher toute la société, en fait. Thomas Sauvadet, est-ce que des bandes qui peuvent tenir un quartier, des points de deal, est-ce qu'elles sont à l'œuvre depuis presque une semaine, d'après vous? Oui, c'est un classique sur les 40 dernières années, notamment dans les quartiers de la politique de la ville. Les bandes de jeunes qui représentent à peu près 10% des jeunes de moins de 30 ans, en gros entre 10 et 30 ans. Donc ça fait à peu près une cinquantaine, une centaine, voire 200 jeunes par quartier. Sont les acteurs principaux en fait de ces émeutes depuis le début des années 80 et donc ils ont une expérience du rapport de force avec la police. On parle souvent de ce rapport de force, mais il y a aussi un rapport de force avec le voisinage. Ils ont aussi eu dans le quotidien des tensions importantes avec les commerçants, les acteurs associatifs, qui souvent sont obligés de reculer, de ne pas voir, de se taire pour ne pas avoir de problèmes. Donc ils ont pris une place démesurée aujourd'hui dans beaucoup de QPV. Il y en a 1200 en France. Quartier prioritaire de la ville. Quartier, voilà. 1200 en France métropolitaine. Ils ont pris une place très, très importante et il y a des différentes formes de radicalisation, en fait, de cette jeunesse. Ouais. Après, autour, vous avez... Donc là, vous décrivez un phénomène général, mais ma question, c'était, est-ce que ces bandes-là sont clairement à l'œuvre depuis 6 jours? Oui, bien sûr. C'est les acteurs principaux, en fait, des émeutes. Après, autour de cette jeunesse qui a une expérience, en fait, vraiment du rapport de force et de l'affrontement, vous avez, et c'est ce qui change aussi depuis... Enfin, c'est une influence de plus en plus importante de ces bandes par rapport à la jeunesse en général. Ce qui fait que vous avez des jeunes dans ces quartiers et même dans les quartiers pavillonnaires des environs qui sont pas dans ces bandes, qui sont pas mais qui regardent ce qui se passe, qui imitent, qui vivent leur crise d'adolescence avec ce registre des codes, des bandes, des QPV, qui écoutent la même musique, qui copient le style vestimentaire, et qui participent notamment avec les réseaux sociaux de ces émeutes aussi. Donc pour moi, on a 2 catégories en fait d'émeutiers dans les émeutes de ces derniers jours. Votre avis là-dessus, Jacques de Maillat? Disons que dans la logique des... Une sorte de contagion lente, quoi, ou de vous voyez ce que je veux dire? Mimétisme. Oui, c'est ça, de mimétisme. Oui, ça a joué... J'ai le mot soft power qui me vient en tête, mais c'est un peu ça, vous voyez ce que je veux dire? En termes de temps de coordination que de concurrence mimétique, ça a pu jouer. Il y a des motifs très variables dans l'engagement dans les émeutes, qui peut aller de la colère au jeu, voire au pillage. Mais je dirais qu'il y a quand même une toile de fond qui est, à mon avis, de 2 ordres et qu'il faut souligner. La première, c'est que cette colère, elle s'inscrit dans une logique ségrégationniste, en fait, au sein de la société française, de durcissement des différences dans ces quartiers-là, qui fait que des jeunes qui sont à Laval, à Clermont-Ferrand, à Clichy-sous-Bois ou à Nanterre peuvent se retrouver. Et donc, cet enjeu-là, il est général, il est
prégnant. Et le second, et c'est quand même très étonnant à certains égards, c'est que après les émeutes de 2005, on aurait pu penser, ce qui est commun avec les émeutes de 2005, c'est que ça part d'un incident avec la police. Et que ça démarre très très fort. Pourquoi ? Parce que dans les multiples raisons, la colère, le sentiment d'injustice, des expériences partagées, de tensions quotidiennes, d'hostilité retenue, de familiarité perverse avec les forces de l'ordre, est quand même très prégnant chez ces jeunes-là. Et en fait, on aurait pu penser que la police aurait pu en tenir compte dans la façon d'interagir, d'être présent dans les quartiers, d'avoir une présence plus rassurante, plus paisible, plus au service de la population. Et en définitive, 18 ans après, qui a été quand même le moment principal d'émeutes en France, on fait le constat qu'il n'y a pas eu de changement décisif dans les façons de faire la police. Au contraire, il y a même eu la police de proximité qui a été mise de côté depuis 2003. Voilà, donc quelques années Nicolas avant. Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Exactement. Et on est souvent dans ces quartiers-là dans une logique du trop ou du pas assez. C'est-à-dire du trop, c'est-à-dire la police qui vient dans un moment d'interpellation, de projection très nombreuse, ou qui n'est pas assez présente dans son rôle de protection sur une présence quotidienne. Ouais. Et ça renvoie quand même à une difficulté structurelle de ce point de vue-là. Avec, là, on est dans le temps de l'interpellation, évidemment, je vous redonne des chiffres, 3164 interpellations depuis mercredi soir sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. On a voulu comparer justement, parce qu'on a tous en tête les précédents de 2005. 2005, il y avait eu 5200 interpellations, mais en 3 semaines. Donc là, on est vraiment là aussi dans un niveau supplémentaire. Jean Garrigue, avec donc la contagion dont vous parliez tout à l'heure, et puis avec là le temps qui est d'abord le temps de l'urgence et de la réponse sécuritaire, mais il va falloir une autre réponse après. Oui, alors dans la relation police-jeunesse. C'est certain, mais c'est ce que vous disiez. Mais est-ce que ça sera possible ? Pardon, je vais au bout de ma question. Ouais. Parce que ce qui se passe là depuis une semaine, c'est du ressentiment en graines qui peut germer encore dans les prochains mois ou les prochaines années. Il y a aussi ce risque-là, quoi. D'ailleurs, depuis quelques années, on voit bien se radicaliser, se polariser cette opposition entre une partie, il faut quand même toujours le dire, une minorité de ces jeunes dans les banlieues. Parce que la majorité, elle est tranquille et elle essaye de vivre sa vie. Une minorité et puis la police. Et c'est vrai que des deux côtés, il y a cette forme de montée vers la radicalisation. On voit les syndicats de police. Le discours des syndicats de police aujourd'hui, il est beaucoup plus dur encore qu'il y a quelques années. Enfin, moi, j'ai lu des choses qui étaient quand même très, très surprenantes. Qui était même scandaleuse, dans les heures qu'ont suivi la mort de Naël. Il y a un syndicat de police qui est pas minoritaire, il pèse 3%, exactement, mais quand même. Qui s'est distingué par des mots incroyables. Et donc, effectivement, alors qu'on aurait pu attendre justement des politiques de rapprochement dans ces banlieues, avec cette construction d'une forme de contre-société liée au trafic, qui justement renforce ce sentiment à la fois de radicalité et puis d'opposition aux valeurs et aux institutions de la République. Il faudrait aller les chercher, justement, ceux qui sont susceptibles de ne pas tomber dans ce clanisme, j'allais dire, de quartier. J'entends ça, mais Thomas Vallée, si on se met à la place des policiers, je ne dis pas qu'il y a certainement du racisme dans la police comme il y en a dans la société française. Il y a sur l'usage des armes à feu, on l'a vu malheureusement avec ce qui s'est passé à Nanterre, il y a beaucoup de choses à dire, mais on peut se mettre aussi du côté des policiers qui doivent travailler dans ces quartiers, confrontés aux bandes dont vous parliez, aux insultes quotidiennes, etc. Je ne leur cherche pas des excuses, mais je cherche à comprendre la situation. Oui, c'est compliqué. Vous avez, sur les 1200 QPV, vous avez différents niveaux de tension. Mais vous avez clairement aujourd'hui certains QPV où c'est quasiment impossible d'intervenir sans des renforts, sans une intervention très rapide. Vous avez donc le lien dont parlait Jacques de Mayer tout à l'heure, on se dit c'est quasiment impossible de le renouer dans ces quartiers-là. De toute façon, entre les bandes de jeunes et la police, c'est un grand classique. Que ce soit même à l'époque des blousons noirs où on avait le plein emploi
On avait des blousons noirs à Montreuil. Il y a des documentaires qui sont encore disponibles sur YouTube. On voit des blousons noirs qui disent on peut pas sortir de notre quartier sans être contrôlé par la police. Je veux dire, que ce soit les Apaches au début du XXe siècle, c'est un grand classique en fait. Donc la question, c'est la place de ces groupes. Si elle est de plus en plus importante dans les quartiers, c'est bien sûr un problème pour la population et aussi pour la police et les interventions. N'oubliez pas que vous avez sur certains quartiers, comme on l'a vu par exemple à Marseille, comme on l'a vu aussi en Île-de-France, des fois un blocus total. Dire que les routes sont coupées. À Marseille, vous avez eu certains quartiers avec des checkpoints. Bien sûr. Donc, il faut se rendre compte pas être angélique là-dessus. Alors après, quand vous dites 10% de la population la plus jeune dans un quartier, moi je me demande toujours, et j'ai pas la solution, mais pourquoi on n'arrive pas à finalement faire en sorte qu'ils arrêtent de nuire et de pourrir la vie des 90% d'autres, Mathieu? C'est aussi parce que le rapport entre police et cette jeunesse-là, et enfin, je parle pas des délinquants particuliers, mais la jeunesse de ces quartiers populaires ou QPV, comme vous dites, c'est un impensé politique de la part de nos gouvernants. Je veux dire, personne ne s'y est attelé. Ça a commencé. On est forcément dans un débat qui est vicié, parce que la gauche est par nature accusée d'être laxiste, et la droite demande toujours plus de répression. Après ces émeutes de 2005 Clichy-sous-Ban, on a quand même un Nicolas Sarkozy qui dit moi je vais vous en débarrasser de cette racaille, vous vous souvenez, enfin, je veux dire, quand l'exemple est donné en haut de termes aussi des racailles, enfin c'est des ordures, c'est voilà, c'est comme si c'était des détritus. Quand l'exemple est donné en haut, c'est sûr que la police qui travaille déjà dans des conditions très hostiles dans ces quartiers va pas commencer à tisser un lien. On a supprimé la police de proximité et puis la gauche s'est jamais non plus attelée à ce problème. Et dernière chose, Michel Zecler, producteur de musique, vous vous souvenez, il se fait tabasser par des policiers. C'est après ça qu'Emmanuel Macron dit « Je vais lancer un Beauvau de la sécurité », justement pour rapprocher, pour travailler sur ce malaise entre la population et la police. C'est devenu un chantier sur le malaise dans la police et pas tellement dans le malaise de la population et la police. Alors, il y a deux aspects. D'abord, effectivement, la réponse politique. Je vous propose une réaction qui date de cette fin d'après-midi, puisque les présidents de groupes parlementaires étaient reçus à Matignon à la demande d'Elisabeth Borne. On écoute Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, qui réclame plus d'ordre. Il faut de l'ordre, de la fermeté et de l'autorité. Voilà pour l'aujourd'hui. Pour demain, il ne faudra pas se tromper de diagnostic, c'est-à-dire pas de réponse victimaire. Ces violences inouïes, ça n'est pas un cri de détresse, un appel à l'aide. Et les émeutiers sont certainement pas les déshérités de la République. La République, depuis des années, déverse des milliards et des milliards d'euros dans ces quartiers-là. Jacques de Maillard, qu'est-ce que ça vous inspire, cette réaction de Bruno Retailleau? Disons qu'il est dans son rôle d'un homme politique de droite en appelant à l'ordre. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut distinguer deux choses très différentes. Il y a la réponse aux émeutes. Je pense qu'il faut que... il y a eu des infractions qui ont été commises, des interpellations, elles doivent être jugées. C'est une première chose, elles doivent l'être de façon juste. Il y a une deuxième chose qui est ce qui a conduit aux émeutes. Et là, je pense qu'il faut, si on parle d'autorité, je pense qu'il faut parler d'autorité juste. C'est-à-dire que il ne faut pas penser l'intervention policière comme étant uniquement fondée sur la force. Si une police qui crée sa légitimité uniquement sur l'utilisation de la contrainte en étant extérieure au quartier, elle, pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, elle peut réussir à court terme. Parce qu'elle dit, ben voilà, je suis forte, je suis capable de lutter contre la délinquance, mais en même temps, elle sape les fondements de sa légitimité à moyen terme. Moi, j'ai écouté beaucoup de policiers. Est-ce qu'il y a un autre choix quand on est confronté aux bandes dont on parlait tout à l'heure? Il faut avoir... Alors, nous, on est dans un modèle de police très centralisé. Donc, on n'est pas suffisamment soucieux des détails, des approches territoriales. Les approches peuvent varier d'un territoire à l'autre. Le niveau de gravité n'est pas les mêmes. Les alliés pour lutter contre les violences sont pas les mêmes, etc. Donc il faut valoriser ces approches par le bas. Il faut aussi valoriser pour une police qui s'inscrit dans les territoires sa capacité à avoir des partenaires. La police, elle agit pas seule. Elle agit avec des travailleurs sociaux, elle agit avec des associations, elle agit avec des municipalités. Mais il faut aussi s'inscrire dans la durée. Et souvent, quand on pense les questions de police, on les pense dans le court terme. Et il faut réagir instantanément. Or, si on a envie d'avoir une logique de désescalade
je le souligne, que pratiquent la plupart des pays occidentaux équivalents. C'est des logiques qui s'inscrivent dans la durée, c'est-à-dire qu'on accepte de perdre à court terme parce qu'on noue une relation avec les gens et on s'inscrit, parce que bien évidemment ça se fait pas facilement. Quand vous rentrez dans un quartier dans lequel vous ne rentrez plus ou uniquement en force, c'est pas demain que vous allez y rentrer et avoir une présence normale, c'est que vous allez avoir une stratégie de moyen terme où progressivement vous allez rendre la présence policière acceptable. Être en uniforme dans ces quartiers-là aujourd'hui c'est très difficile, mais il faut l'inscrire dans le moyen terme. Ouais, j'entends cette ambition, mais est-ce que le climat politique français, Jean Garrigue, permet de la mener d'une certaine façon? C'est ça qui est très intéressant en écoutant le discours de M. Retailleau, qui est finalement pas si éloigné d'un discours qui a été tenu par des responsables du Rassemblement national. Et si vous le comparez à ce qu'a été l'intervention de Jacques Chirac à la fin des émeutes de 2005, c'est pas du tout le même discours. Le discours de Jacques Chirac en 2005 est un discours qui se veut équilibré. Alors vous me direz, il y avait eu l'état d'urgence avant, pour résoudre la crise. Bon. Mais ce discours qui veut mettre fin à ces 3 semaines d'émeutes, c'est un discours où il dit, d'une part, respecter l'ordre républicain, les lois de la République, très bien. C'est ce que nous dit Retailleau. Mais il dit aussi repenser l'intégration, réfléchir à une intégration réussie, etc. Et cet aspect-là, cet équilibre du discours, vous ne le retrouvez plus aujourd'hui dans le langage, dans le discours des hommes de la droite, y compris de la droite républicaine, des héritiers de Jacques Chirac. Et ça, c'est intéressant, me semble-t-il, parce que ça montre, on parlait de radicalisation tout à l'heure, là aussi, du côté dans ce qu'il disait Bruno Retailleau, si j'ai bien entendu, on ne va pas le réécouter, mais il dit, dans un premier temps, la réponse, elle est d'abord une réponse sécuritaire et l'ordre républicain. Certes, mais il manque, me semble-t-il, ce petit supplément d'âme qui était celui de Jacques Chirac. Oui, bon, en même temps, c'était il y a 18 ans et on en est toujours à peu près au même point. Malgré le discours de Jacques Chirac, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Non, mais je comprends très bien aussi que la donne a changé, les problèmes se sont durcis, etc. Mais c'est intéressant, cette évolution, parce que vous me posiez la question du contexte. Oui. On a une opinion publique qui est certainement encore plus qu'en 2005 favorable à la plus grande sévérité, à ce que l'autorité de l'État se déploie, etc. Au fond, dans cette affaire, l'inflexion observé par tous les politologues et autres de l'opinion publique vers la droite se vérifie dans une circonstance comme celle-là. Alors, plusieurs émeutiers interpellés sont des enfants d'une 12aine d'années. C'est ce que rappelait le ministre de l'Intérieur qui était en déplacement à Reims ce matin. On écoute tout de suite Gérald Darmanin. On va dire que la moyenne des gens, encore une fois, que nous avons interpellés, c'est une moyenne d'âge de 17 ans, avec parfois des enfants, il n'y a pas d'autre mot, de 12-13 ans, qui étaient des pyromanes, ou qui ont attaqué des forces de l'ordre, ou qui ont attaqué des élus. Et je pense qu'il faut qu'on se pose tous cette question, la responsabilité des familles, des parents, parce que c'est pas la police nationale, ou à la gendarmerie, ou même au maire, ou même à l'État, de régler le problème quand un enfant de 12 ans met le feu à une école. Je pense que c'est une question qui relève de l'autorité parentale. Mathieu, ça fait plusieurs jours, depuis vendredi, que effectivement l'exécutif pointe cette question de la responsabilité des parents des plus jeunes émeutiers. Oui, c'est allé assez vite et assez loin. Le premier à rappeler les parents à leur devoir fut Emmanuel Macron vendredi matin. Mais depuis, les ministres lui ont allègrement emboîté le pas, comme Gérald Darmanin qu'on vient d'entendre, qui dit que la police ne peut pas éduquer les enfants à la place des parents. Ou encore et surtout son collègue de la justice Éric Dupond-Moretti qui a tonné tout le week-end. Nous exigeons des parents qu'ils tiennent leurs enfants. Il n'est pas normal que des enfants traînent dans les rues pour aller piller des magasins. Et le garde des Sceaux a rappelé même que le garde des Sceaux a rappelé aux parents que la justice pourrait les poursuivre pour défaillance dans l'éducation ou la sécurité de l'enfant et qu'ils risqueraient alors jusqu'à 30 000 € d'amende, voire 2 ans d'emprisonnement. De parents responsables, on est donc passé assez vite à parents coupables. J'allais dire en un rien de temps, et ces propos ont déclenché évidemment un tollé à gauche, notamment où on a rappelé que certains parents, en particulier dans les familles monoparentales, étaient dépassés par les événements faute de moyens. Ce qui a poussé Éric Dupond-Moretti à préciser sa pensée ce matin sur France Inter. Ceux qui poussent des cris d'orfraie n'ont pas entendu ce que j'ai dit, Madame Salamé. Car j'ai dit bien sûr qu'il n'était pas question de rajouter de la misère à la misère. La maman qui travaille la nuit pour nourrir sa famille, il n'est pas question d'aller l'ennuyer. Mais ceux qui en responsabilité peuvent, et c'est cela que j'ai dit, assurer l'autorité parentale et qui ne le font pas, soit par désinvolture, soit, et c'est pire, par intérêt, je pense qu'il faut quand même qu'on leur rappelle un certain nombre de choses.
Il a raison. Il y a dans l'argumentation de l'exécutif une forme de rhétorique du bon sens, car tout le monde, en découvrant les images et l'âge de très jeunes de certains émeutiers, s'est évidemment posé la question de savoir pourquoi ils étaient dans la rue et où étaient leurs parents. On peut même se demander si ce rappel à l'ordre n'a pas été d'une certaine façon un des éléments qui peut expliquer que la nuit dernière, en tout cas, il y a eu une forme de plus calme que les nuits précédentes. Qui va payer pour tout ça? C'est vos darons. Vous avez entendu ces messages d'influenceurs aussi qui ont beaucoup alimenté les réseaux sociaux ce week-end. De fait, je rappelle juste que l'article 1242 du Code civil engage bien la responsabilité des parents pour réparer les dommages causés par leurs enfants, à condition que ceux-ci soient mineurs, que les parents concernés exercent bien l'autorité parentale et que les enfants vivent chez eux. Mais après, c'est pas aussi simple, évidemment, pas aussi simple qu'une paire de claques, comme l'a dit aussi le préfet de l'Hérault ce matin. Il suffit d'une bonne paire de claques. Non, l'éducation, c'est évidemment plus compliqué. Et alors, on parlait de réaction politique. Le Rassemblement national propose d'aller plus loin en suspendant les allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes. Oui, ce serait leur appliquer une forme de double peine. Punir la petite sœur pour un délit commis par son grand frère, ça n'a aucun sens, ni aucune vertu éducative. C'est ajouter de la misère à la misère, pour reprendre l'expression citée par Éric Dupond-Moretti, voire du ressentiment au ressentiment. Parce que les ressorts de la délinquance juvénile ne reposent pas seulement sur l'autorité parentale, c'est une clé, mais c'est pas toujours le fait de parents démissionnaires. C'est une spirale qui est plus complexe, je le disais. J'ajoute pour conclure je trouve qu'il y a une forme de rapport de classe dans ces rappels à l'ordre, parce que quand il s'agit d'enfants de milieux aisés, on dit toujours « Oh, les pauvres parents, ils ont bien du mal avec leur fils ». Quand il s'agit d'enfants de milieux défavorisés, on dit « Ah, les parents, ils sont incapables de tenir leur gamin ». Dans le premier cas, on les plaint. Dans le second, on les stigmatise. Et dans les deux, on ne change souvent rien à faire. Alors, votre avis, je commence avec vous, Thomas Sauvadet. Est-ce qu'il faut sanctionner financièrement les parents d'enfants émeutiers? Franchement, est-ce que ça fait partie de l'arsenal judiciaire qui doit se déployer là en ce moment? Je ne sais pas. Effectivement, il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. C'est une question compliquée et je n'ai pas d'avis tranché, mais je trouve que sur la focalisation sur les parents, je ne parle même pas des jeux vidéo, où là la focalisation sur les parents, oui, elle peut avoir un sens, mais il ne faut pas qu'elle soit la seule question d'un gouvernement. C'est multifactoriel, donc il y a beaucoup d'autres facteurs. Et là, on a vraiment un effet de communication très fort sur la responsabilité parentale. Si on va sur la responsabilité parentale, il faut déjà dire qu'au niveau des noyaux durs, au niveau des jeunes qui sont dans les noyaux durs, dans les phénomènes de bande les plus durs, qui sont en première ligne, vous avez des situations familiales catastrophiques. Le lien avec les parents, il est très largement rompu depuis longtemps. On pourrait développer, mais on a vraiment des parents. Voilà, c'est pas seulement parce qu'on parle souvent de la mère qui travaille, qui rentre et qui peut pas, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est des situations d'abandon, c'est des situations de violence, c'est l'absence de maîtrise de la langue française, c'est des parents qui connaissent pas du tout leur environnement. Beaucoup sont aussi primo-arrivants, ils sont complètement largués. Il y a des micro-formes de contrôle social communautaire qui, des fois, arrivent entre mamans de la même origine, qui arrivent à travers des associations, à faire un peu de contrôle social, etc. Mais voilà, pour le noyau dur des bandes, c'est très, très compliqué. Autre argument, la question des phénomènes de bande, des dynamiques de groupe, font que les parents, forcément, sont dépassés. C'est-à-dire qu'un adolescent, à un moment donné, qui claque la porte et qui va à Pablo Picasso, qui va dans des cités comme ça, à Nanterre, à Saint-Ouen, à Grenoble, etc., sur des dynamiques de groupe, il est complètement embarqué et les adultes sont dépassés. Et ça, les enfants, les adolescents le voient très tôt. Que quand ils commencent à sortir, quand ils commencent à rentrer dans ces groupes, ils voient très tôt que ces groupes sont beaucoup plus forts que leurs parents. Mais oui, mais malgré tout, vous nous l'avez dit vous-même, c'est 10% d'une classe d'âge. Oui, ça fait une centaine. D'accord, dans une cité. Et donc les 90% d'autres jeunes de la même classe d'âge, est-ce qu'ils sont mieux tenus par leurs parents? Est-ce que c'est parce qu'ils ont une famille moins explosée Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on est un peu toujours dans la culture de l'excuse, donc il faut peut-être aussi en sortir. Au niveau des autres familles, il y a notamment 2 stratégies parentales, parce que justement les parents ont peur, notamment pour leurs filles, et aussi pour leurs garçons, qu'il y ait les mauvaises fréquentations et la vie dans la rue, la drogue, la délinquance, etc. Il y a 2 stratégies parentales classiques, on pourrait dire 3, il y a la religion.
avec des pratiques religieuses très importantes, avec une morale très stricte, très sévère, qui met à distance la drogue, les mauvais comportements, avec un voilà. Donc il y a ce côté-là. Il y a le sport, avec des parents qui vous expliquent qu'ils ont. Alors vous les retrouvez ensuite les ados à 18 ans avec le médecin qui leur dit faut arrêter le sport, parce qu'il y a des problèmes, par exemple scoliose pour des filles qui font de la gym, etc. Donc des pratiques sportives intensives qui nourrissent d'ailleurs toutes les fédérations, qui alimentent toutes les fédérations de sport avec tous les champions qu'on peut avoir dans différentes disciplines. Et puis l'enfermement. C'est pour ça que quand il y a eu le confinement, moi je parlais de confinement habituel pour certains, avec avec un équipement dans la chambre personnelle, avec les jeux vidéo, l'ordinateur, etc. Et donc on garde l'enfant. Alors il faut avoir quand même une chambre personnelle, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais à partir du moment où il y en a qui ont une chambre personnelle, voilà, c'est l'enfermement dans la chambre. Jacques de Maillard, un mot là-dessus, parce qu'il nous reste encore plein de thèmes dans ce débat qui file vite, sur les sanctions financières visant les parents. C'est une réponse simpliste, c'est une réponse binaire, c'est une partie de la réponse. Qu'est-ce que vous en dites ? Non, c'est vraiment une réponse simpliste dont on entend parler régulièrement. Moi, ça fait 20 ans que je l'entends, ça n'a jamais été mis en place. Pour moi, c'est vraiment du faux bon sens. J'entendais le ministre qui disait prouver la responsabilité des parents. Comment est-ce qu'on la prouve? Comment est-ce qu'on entre dans les détails d'une vie familiale pour prouver la responsabilité? Je trouve que c'est très très compliqué. Je dis pas que les parents n'ont pas de responsabilité, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Mais je trouve que c'est pas positif du tout de l'aborder maintenant, parce que là c'est un contexte où c'est d'abord et avant tout culpabilisant pour les familles. Il y a des responsabilités conjointes de l'ensemble, et surtout effectivement c'était dit, je crois très justement par Thomas Sauvadet, il y a quand même des dynamiques de groupes de pairs. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est-à-dire sur la culture de l'excuse ou parfois le misérabilisme, y compris des familles de classe moyenne avec un haut niveau de diplôme, quand vous avez un enfant remuant, un ado remuant dans des socialisations entre pairs, ben vous le tenez pas aussi facilement que ça. Ce qu'ont bien montré beaucoup de travaux de collègues sur la désistance, c'est que la désistance, c'est comment est-ce qu'on sort d'une trajectoire délinquante. Ça s'inscrit dans la durée, mais ça se décrète pas comme ça. C'est quand on arrive à nouer des relations plus positives avec d'autres groupes de pairs. Mais voyez, tout ça s'inscrit dans la durée, mais je trouve que actionner des manettes comme ça, aussi simplistes, me semble être plus facteur d'effet pervers qu'autre chose. Alors, dans l'actualité de ce lundi, il y a aussi ces deux chiffres, ces cagnotte dont vous avez certainement entendu parler, une cagnotte pour venir en aide aux policiers incarcérés qui dépasse et de loin le $1 million de promesses de dons, 1 140 000 € au moment où on a décidé de caler cette infographie, et une cagnotte pour la famille de Nahel qui est autour de 230 000 €. Jean Garrigue, que vous inspirent ces chiffres? Alors, de la même manière que ce questionnement sur la responsabilité des parents peut être légitime, mais en réalité se résume à une forme de posture politique qui s'adresse au plus grand nombre et aux besoins de comparaison, en disant « regardez, ceux-là, ils ne s'occupent pas bien de leurs enfants ». Mais on voit bien que c'est très difficile de régler ça. De la même manière, ce qui s'est passé pour la cagnotte, pour le policier, qui pour l'instant est en tout cas est mis en examen pour éventuellement pour avoir tué un jeune homme. Cette cagnotte-là, telle qu'elle a été présentée pour le policier, est un acte politique, de récupération politique par un militant proche d'Éric Zemmour, on peut le citer, peut-être c'est Jean Messia, qui détourne totalement en réalité l'objet qui pourrait être légitime d'une cagnotte de ce type pour soutenir la famille de ce policier, dont la vie, objectivement, va être brisée, comme l'a été celle de la famille du jeune homme. Cette famille, d'après ce que j'ai entendu, est menacée. Ils ont dû éventuellement déménager. La famille du policier. La famille du policier. Est-ce que c'est la rumeur? Est-ce que c'est la réalité? Je ne sais pas encore, mais en tout cas, ce pourrait être légitime. Donc vous dites, pourquoi pas une cagnotte, mais son détournement à des fins politiques est présenté comme ça, c'est légitimer a priori, ce qui n'a pas encore été jugé, le recours à une violence létale et le recours au meurtre de la part d'un fonctionnaire de police. Et on sait très bien, derrière ça, il y a cette forme d'impunité qu'on recherche, de clin d'œil adressé à ces syndicats de police les plus extrêmes.
Bref, on est dans quelque chose qui est une sorte d'intransigeance extrême, de sévérité extrême de l'État face à ce que l'un des représentants du Rassemblement national appelait des hordes de barbares, quand même. Donc ce vocabulaire-là, il est quand même intéressant à analyser. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est quelque chose qui est dangereux. Thomas Sauvadet, est-ce qu'elle est indécente, cette cagnotte, en faveur du policier ? Je sais pas, je pense pas. Alors je vous pose la question différemment. Est-ce que c'est le ferment on parlait de la difficulté de renouer des liens entre une partie de la jeunesse, la police, etc. Est-ce que c'est le ferment de haine future? Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Je sais que les deux policiers ont des états de service très brillants. L'un a été décoré parce qu'il est intervenu notamment au Bataclan en 2015. Je sais que intervenir au quotidien dans ces quartiers, c'est être soumis à un stress et à un niveau de tension et à un processus d'accumulation de la violence. C'est voir aussi des collègues gravement blessés pour avoir fait des formations avec des policiers, avec des gendarmes. Ils ont eux aussi leurs morts, leurs blessés graves, qu'ils n'oublient pas. Donc, très sincèrement, je suis triste à la fois pour le policier et pour sa famille et pour Nahel et sa famille. 700 membres des forces de l'ordre blessés depuis le début de ces émeutes depuis un peu moins d'une semaine. Et là aussi, on a comparé avec les chiffres de 2005, puisqu'on cherche à évaluer un peu les différences. Il y en avait eu 224 pendant 3 semaines. Donc on est face à des forces de l'ordre qui sont en première ligne. Et tiens, je vous propose d'écouter Frédéric Pechnard, qui est l'ancien directeur de la police nationale, qui est aujourd'hui président du parti LR en Île-de-France. Alors lui, il mettait en avant, depuis 5-6 jours d'émeute, le sang-froid des policiers. Je trouve que les policiers et les gendarmes se conduisent de manière absolument remarquable. J'étais avec le ministre de l'Intérieur, le préfet de police, le maire du 17e arrondissement, Geoffroy Boulard, samedi soir, en rencontre des policiers qui allaient intervenir dans la nuit sur le terrain, qui avaient déjà fait 3 nuits. J'ai trouvé des gens résolus, calmes, sérieux, faisant leur travail. Donc je pense que les policiers et les gendarmes peuvent aller encore beaucoup plus loin dans la difficulté, même si il faut reconnaître que la période est particulièrement difficile. Calme. Et si vous reprenez sur quelques années, les gilets jaunes, les attentats... Jacques de Maillard, on peut soulever ça. C'est vrai qu'on craignait tous, quand on a commencé à discuter de ce qui allait se passer dans les jours, dans les nuits qui ont suivi la mort de Nahel, on craignait tous qu'il y ait d'autres faits similaires qui puissent se passer. Et là, on a des policiers très nombreux, policiers et gendarmes, très nombreux, 45 000 tous les soirs, qui réussissent, et on va croiser les doigts que ça continue, à mener des interpellations qui se passent dans des conditions, on va dire, normales. Vous disiez, la police française souvent montrée du doigt à l'international. Là, on peut lui donner un satisfecit ou c'est trop tôt pour le faire, d'après vous? Bon, c'est sans doute trop tôt parce qu'on n'a pas tout, mais de fait, on est sur une matière qui est particulièrement inflammable. Donc, on a vécu 4 jours où les potentielles dérives étaient nombreuses, d'un côté comme de l'autre. Et de fait, ça s'est quand même plutôt atténué, peut-être pas apaisé, mais atténué dans la durée. On va être prudent ce soir, il y a eu beaucoup d'effectifs de déployés, mais ça s'est pas traduit par une accentuation. Donc ça, c'est un élément important. Et les policiers, les gendarmes sont quand même intervenus dans des conditions qui ont été particulièrement difficile, et ça il faut le relever. 700 membres des forces de l'ordre qui ont été blessés, c'est quand même absolument considérable. Des tirs à balles réelles. Il y a un policier qui s'en est rendu compte d'ailleurs le lendemain matin en reprenant son gilet pare-balles. Il a trouvé une... Voilà, alors je ne sais plus quel calibre c'était, mais enfin voilà, on lui a tiré dessus au niveau de l'abdomen. Donc, voilà. Tout à fait. Donc, c'est vrai que quand on le rapporte à la situation plus structurelle, on a souligné tout à l'heure les tensions qui existaient au quotidien entre jeunes et police. Ça renvoie quand même à une dimension très importante et qui plaide, je sais que c'est pas facile à court terme, mais qui plaide pour un apaisement dans la durée, une désescalade. C'est que quand c'est difficile, c'est dur pour les policiers eux-mêmes. C'est-à-dire que les policiers eux-mêmes travaillent dans des conditions qui sont exposées, difficiles, et souvent ce sont des spirale qui s'auto-alimente. Quand vous rentrez dans un quartier en ayant peur, vous pensez d'abord et avant tout à vous protéger. Et donc, quand vous pensez d'abord et avant tout à vous protéger, vous ne pensez pas à aller voir les gens pour échanger avec eux. Et donc, cette dynamique de dégradation, elle est à la fois négative pour les policiers et pour les habitants de ces quartiers-là. Donc ça plaide vraiment pour en profiter, pour lancer une dynamique beaucoup plus positive
de renforcement des relations. Jean Garrigue, finalement, le point de départ de ces émeutes, c'est la mort de Naël et c'est la question de l'usage de l'arme par des policiers dans un cas de refus d'obtempérer. Ce débat-là, il est balayé par les violences. Est-ce qu'il faudra le reposer ? Est-ce qu'il faudra le remettre sur la table ? Oui, forcément, d'autant plus qu'on a l'impression que la loi de 2017, dans un contexte qui était celui de l'antiterrorisme islamiste, cette loi a renforcé, a augmenté le nombre des victimes dans ces cas de refus d'obtempérer. Donc forcément, je pense qu'il faut y réfléchir, mais y réfléchir dans un cadre plus large dont vous parliez, c'est-à-dire de cette désescalade, de ce rapprochement, en parlant aussi de la police de proximité, peut-être en parlant aussi de la manière dont l'IGPN, la police des polices, pourrait être plus détachée du reste de l'institution pour ne pas encourir le risque de la délégitimation ou le risque d'être, j'allais dire, trop indulgente avec les policiers pris en faute. Enfin bref, il y a plusieurs aspects comme ça qui, je pense, pourraient contribuer à une forme de désescalade et surtout ne pas tomber dans ces postures dont on parlait tout à l'heure, parce que pour revenir au thème de la cagnotte, au fond, moi j'aurais très bien compris une cagnotte, je répète, pour la famille de ce policier, voire même une sorte de cagnotte d'hommage pour tous les policiers morts en service, et Dieu sait qu'ils ont payé un lourd tribut. Mais là, c'est ce type de récupération. Et de l'autre côté, ceux qui ont profité de ce drame pour flétrir et pour dire que toute la police était raciste ou était ou tuait, enfin vous vous souvenez de la phrase de Jean-Luc Mélenchon, la police tue, tout ça, si vous voulez, pourrit un débat qui devrait être le plus, comment dirais-je, le plus objectif possible, le plus complexe possible, parce que les solutions, en l'occurrence, elles sont très très complexes, très très différentes, et sont aussi bien sociologiques que culturelles qu'économiques, enfin bref. Merci beaucoup, merci à tous. Jean Garrigue, je rappelle le titre de votre livre « Élysée contre Matignon » qui est publié aux éditions Talendier. Et puis, je ne l'avais pas en ouverture du débat, Jacques de Maillard, mais vous publiez « Police et société en France » aux presses de Sciences Po. Merci encore à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Vous pouvez retrouver tous nos programmes sur la plateforme publicsénat.fr. Et puis, notez l'invité de la matinale demain. On parlait de Dominique Faure tout à l'heure, Mathieu, la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. On parlera évidemment de la protection des élus. Bonne soirée à toutes et à tous.